Le pape Léon XIV se rend sur l'île de Lampedusa. Notre envoyé spécial Anaïs Anquet est en Italie. Anaïs, le gouvernement américain n'apprécie pas du tout ce choix de Léon XIV d'aller sur l'île italienne ce 4 juillet. Oui, en tout cas, certains médias américains y voient comme un défi lancé par le pape à la Maison-Blanche, même si cela a été réfuté par des sources au Vatican. Car forcément, la date, elle est symbolique. Le pape Léon XIV se rend à Lampedusa le jour où, vous l'avez dit, eh bien, les États-Unis célèbrent les 250 ans de leur indépendance. Et on le sait, les relations sont tendues depuis plusieurs mois entre l'administration américaine et le pape Léon XIV, qui sans jamais inciter Donald Trump à critiquer à de nombreuses reprises la politique migratoire américaine, notamment en qualifiant la situation, le traitement des migrants aux États-Unis d'inhumain, des propos qui avaient fait vivement réagir à la fois Donald Trump mais aussi le vice-président américain J.D. Vance. En tout cas, en se rendant aujourd'hui à Lampedusa, le pape Léon XIV souhaite remettre la crise migratoire au centre de l'actualité. Il se rendra notamment dans un cimetière où sont enterrés de nombreux migrants morts en Méditerranée. En allant à Lampedusa également, Léon XIV s'inscrit dans la directe lignée du pape François, qui lui aussi s'était rendu sur l'île. C'était même son premier voyage officiel après son élection en tant que pape en 2013. Anthony, l'île de Lampedusa, c'est le symbole de la crise migratoire, mais c'est aussi une île qui accueille les migrants, là où, en parallèle, le pape, son pays natal, les expulse en ce moment. Objectivement, c'est absolument fascinant comme cette date du 4 juillet a su rassembler trois universalismes, en fait. Trois volontés d'universalisme. D'abord, l'universalisme catholique réformé, et on le voit bien réformé parce que réformé par Vatican II, on le voit bien avec la posture du pape François, puis du pape Léon XIV, qui a décidé de faire de l'immigration, de l'accueil des immigrants, de l'accueil des réfugiés, le cœur même de son message apostolique, et qui donc, pour le coup, s'oppose frontalement à un président américain, autre universalisme, qui fête les 250 ans d'une certaine manière de la Révolution américaine, de la démocratie, des Lumières, mais qu'il dévoie cet héritage au profit justement d'une Amérique fermée sur elle-même et qui expulse. Je rappelle que cette année, le ICE, donc la police de l'immigration américaine, s'est fixé pour objectif d'expulser 1 million de migrants. 1 million. Et ça marche. C'est-à-dire que c'est la seule politique de Trump. On a des estimations. Oui, on a des estimations. On sait que par exemple 95% des entrées il y a une baisse de 95% des entrées à la frontière mexico-américaine, mexicano-américaine. On sait aussi que comme il n'y a plus là de chiffre à faire, la police migratoire s'est reportée sur les villes, notamment les villes les plus du sud des États-Unis où se trouvent les plus fortes communautés latino, mais aussi et d'autres latinos et de toutes sortes, vénézuéliens en ce moment. On sait que la Cour suprême vient d'autoriser le président américain à abroger le statut de protection permanente, de protection temporaire de au moins deux populations, celle des Haïtiens, 165 000 personnes touchées, celle des Syriens, 6 500 personnes touchées, ce qui veut dire qu'ils sont à quelques semaines, voire quelques mois, voire pas, pour certains quelques jours, d'être littéralement expulsés. On sait que déjà, pendant l'année 2025, l'ICE a réussi à expulser quelque chose comme 446 000 personnes, et donc ils veulent doubler ce chiffre pour cette année, voire tripler pour 2027. Donc, et cette politique est très efficace, elle marche. D'abord parce que la politique de la peur et de la terreur, c'est impossible de vivre sereinement aux États-Unis aujourd'hui quand vous êtes sans papier. Vous ne sortez plus de chez vous tellement vous êtes terrorisé à l'idée d'être repéré par ICE et puis expulsé immédiatement. Des centaines de centres, des dizaines de centres ont été construits. Et puis une politique qui fait objectivement peur. Il y a certains migrants qui sont d'origine latino-américaine, par exemple, se retrouvent expulsés en Afrique, dans des pays qu'ils ne connaissent pas. Donc vous avez... Or, c'est la seule politique dont Trump peut dire à son électorat, je vous avais promis ça, je l'ai fait. Steven Ecovitch, c'est un message de Léon XIV à Donald Trump. Clairement, je crois. Vous avez bien fait. Il y a le message qui est émis à partir de Téhéran et aussi de la pape. Mais heureusement,
il y a un autre visage américain qui est valorisé dans le monde. Et ce visage américain était le visage du peuple, qui met, par contraste avec Donald Trump, une vie, bien évidemment, vie privée exemplaire, qui se préoccupe de sa communauté, qui veut le protéger, qui veut protéger le sens de la vie de cette communauté. Donc, il y a tout le contraire entre même si les catholiques et les États-Unis est fondamentalement un pays protestant, quand même, cette contraste est éclatante et bien évident dans le média américain. Oui, C'est qu'effectivement, vous avez raison de souligner que les États-Unis ont été fondés par des protestants et que ce soit un pape catholique américain qui donne la leçon à Donald Trump. C'est toute une ironie de l'histoire. Didier Idjali. Et juste un dernier élément, c'est vrai que le pape, il est dans son rôle et effectivement, c'est une bonne chose quand il évoque effectivement la justice sociale d'une certaine manière. Mais en même temps, le président américain vient à peu près d'annoncer là, c'est lui qui a permis effectivement au régime iranien de célébrer pendant une semaine, qui tombait justement sur le 4 juillet, la cérémonie de manipulation par le régime de Téhéran. Et que par conséquent, pourquoi il n'est pas critique vis-à-vis de ce pouvoir islamiste en Iran là. Et un dernier élément, n'oublions pas qu'en Iran, il y a 90 millions, dont 8 millions des Iraniens qui se trouvent à l'étranger. Pour la grosse partie d'entre eux, c'est parce qu'ils sont victimes d'un régime effectivement barbare qui est le régime islamiste, qui veulent effectivement les combattre et ils disent si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien restez toujours à l'étranger. Et de temps en temps également, il envisage des projets d'attentats contre les Iraniens. Anthony Bélanger, on a vraiment deux visions de l'Amérique. Ah mais c'est fascinant. D'abord cette émission là que vous et d'ailleurs ils s'entendent pas très bien. Hein. Est fascinante parce qu'on a une date 4 juillet, 3 commémorations, 3 visions du monde et c'est presque si on nous demandait de choisir. Est-ce que vous voulez la version de Donald Trump qui expulse par millions des étrangers, qui a décidé d'affronter le reste du monde et de liquider l'héritage de 1945 ? Est-ce que vous voulez la vision du pape, catholique, social et ouverte à l'accueil des migrants, y compris contre l'avis souvent de gouvernements qui en Europe détestent cette vision du pape ? Ou est-ce que vous voulez la vision iranienne qui n'attendait, encore une fois, c'est aussi une vision révolutionnaire, hein. C'est-à-dire l'Iran est un pays. Il y a très peu de pays qui ont fait une révolution dans le monde. L'Iran fait partie de cette petite dizaine de pays qui, dans le monde, dans leur histoire, ont fait leur histoire récente, bien entendu, hein, ont fait la révolution. Je pourrais vous citer la France, le Mexique, l'Algérie, d'autres pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, et donc l'Iran. Et donc cette vision iranienne, cette manière d'envisager, s'adresse au reste du monde, au Sud global, en leur disant on peut battre la surpuissance, l'hyperpuissance, comme disait Hubert Védrine des États-Unis. Il est possible de la battre à son propre jeu et il est possible aussi d'envisager un autre monde. Donc vous voyez bien que c'est ça qui est fascinant avec cette date, c'est que vous avez aussi l'opposition d'un Iran, on va dire, replié sur la religion avec cette aspiration en lumière à la démocratie, au libéralisme, au pluralisme qui est la promesse de la révolution américaine et de la révolution française. Merci beaucoup. On finira là-dessus. Je suis désolée, Didier Idjali. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Stephen Ekovitch. Et merci, évidemment, Anthony Bélanger.